Le prince Golovin et le comte Grab arrivent à Tiflis, capitale du Caucase russe, pour y prendre leurs fonctions au printemps 1838. Si le tsar a donné un coup de balai rageur et décidé de marquer aussi clairement sa volonté de changement, c'est que le cours pris par les événements lors des années précédentes l'irrite et l'inquiète profondément. Depuis 4 ans, un chef religieux nommé Chamil prend de l'ascendant dans la région sans que le pouvoir russe parvienne à le neutraliser. Les Russes sont accoutumés à la résistance des Caucasiens. Depuis qu'ils ont accentué leur poussée vers le sud et passé la crête du Grand Caucase à la fin du XVIIIe siècle, les rébellions ou insurrections n'ont pas manqué. Mais le mouvement qui a démarré dans les années 1820, dans la partie orientale du massif, les préoccupe tout particulièrement. Loin d'être le fait d'une ethnie, d'un clan, d'une bourgade ou d'un féodal local, comme ce fut si souvent le cas jusque-là, la fronde qui se propage dans les provinces montagneuses du Daghestan et de Tchétchénie s'est placée sous la bannière de l'islam combattant et rassemble des communautés différentes. Le chef de cette révolte est lui-même issu du peuple des Avars, l'une des 5 principales nations établies au Daghestan. Son nom est Chamil. Mais parmi ses lieutenants, appelés naïbs, on trouve des guerriers tchétchènes ou des représentants d'autres minorités ethniques. Le Daghestan, dont les sommets rocheux et les vallées pierreuses couvrent jusqu'aux rives de la mer Caspienne, est une véritable mosaïque nationale constituée de plusieurs dizaines de peuples aux langues et coutumes parfois sans rapport les unes avec les autres. Dans cette partie du Caucase, le seul dénominateur commun est l'islam. Et les autorités russes ont bien conscience qu'une révolte musulmane pourrait embraser toute la région. En 1830, l'insurrection s'est muée en guerre sainte contre les Russes et leurs alliés indigènes. Les premières victimes de ce djihad caucasien sont de petits princes ou khans régionaux qui ont choisi le camp russe. Plusieurs d'entre eux sont renversés, assassinés ou écrasés par le mouvement de révolte religieuse. Les Russes tentent de s'interposer et de protéger leurs alliés, mais sans succès. Pire, l'intervention russe ne fait qu'envenimer les choses, et la rébellion islamiste, car c'est bien le mot qui convient ici, gagne sans cesse de nouveaux villages à sa cause. Les 2 premiers imams élus à la tête de cette insurrection sont morts au cours des affrontements. Chamil leur a succédé. Cet homme, à la barbe rousse, est un athlète, au physique impressionnant. Il mesure près de 2 mètres et on lui prête une force herculéenne. Certains soldats russes qui l'ont affronté racontent l'avoir vu bondir par-dessus leurs baïonnettes dressées et survivre à des blessures pourtant jugées fatales. Le 3e imam est formé à la discipline ascétique du soufisme, la grande secte mystique de l'islam caucasien. Il a suivi l'enseignement des maîtres coraniques les plus érudits du Daghestan et toute sa force, toute son énergie sont consacrées aux grands desseins que lui ont inculqués les théologiens de l'islam combattant. Bouter l'infidèle hors du Caucase et instaurer un État soumis à la volonté de Dieu exprimée dans le Coran. À l'arrivée de Golovin et de Grab, un calme suspect règne dans la région. Seuls quelques troubles provoqués par des tribus séditieuses sont signalés près de la frontière persane, quasiment la routine. En revanche, la discrétion dont font preuve Chamil et ses disciples, les Murides, ne rassure guère les nouveaux chefs du corps expéditionnaire russe. Les informateurs rapportent que l'imam sillonne les villages du Daghestan dans un vaste effort de mobilisation. En Tchétchénie, son plus fidèle soutien, le naïb Tachev Hadji, est occupé à fortifier quelques positions dans les épaisses forêts du versant nord de la chaîne. Les prêches enflammés de Chamil, qui exhortent ses compatriotes à se vouer corps et âme à l'islam et à se soumettre à son autorité pour affronter les Russes, sont presque partout couronnés de succès. Tout le pays avare et une bonne partie de la Tchétchénie se sont ainsi ralliés à la bannière du prophète. Chamil met peu à peu en place un imamat indépendant dont le territoire déborde sur les 2 flancs de la montagne et gagne en influence. Pour s'assurer de la fidélité des villages, qui acceptent son autorité, il use de l'institution coutumière des amanats. En garantie de leur suggestion, les communautés soumises donnent un certain nombre d'otages, précisément appelés amanats, généralement des enfants ou des parents des personnalités les plus importantes du village qui sont retenus en résidence surveillée dans les places fortes de l'imam. En cas de défection, ou pire, de ralliement aux Russes, les otages sont condamnés à l'esclavage ou exécutés selon la gravité des cas. Chamil n'hésite jamais non plus à exercer des représailles sanglantes contre les villages fautifs et leurs habitants.
À l'occasion, des bourgs entiers ont été incendiés et leur population a été massacrée. L'usage de la contrainte est le prix à payer pour dépasser les éternelles luttes intestines auxquelles les vallées se livrent depuis l'éternité afin de constituer l'embryon d'État dont Shamil veut faire son instrument de guerre. Les Russes d'ailleurs n'ont pas tardé à imiter leur adversaire et à lui emprunter la coutume des amanats. Quand les troupes du tsar se présentent à l'entrée d'un village, elles attendent d'abord qu'une délégation des anciens vienne lui offrir sa reddition. En gage de paix, on convient alors du nombre et de la qualité des otages qui seront livrés. Les Russes exigent en général des fils aînés des notables qu'ils expédient ensuite dans leurs forteresses ou dans les villages cosaques pour y être surveillés et éduqués. Les plus doués et les plus célèbres d'entre eux sont parfois expédiés dans les meilleures écoles ou académies militaires de Russie pour toute la durée de leur scolarité et de leur formation. On compte ainsi préparer les élites nationales susceptibles à l'avenir d'administrer pour l'Empire les vastes territoires du Caucase. Soumises à la double pression des forces russes et de celles de Shamil, les communautés de montagne sont contraintes à des choix cornéliens. Longtemps accrochées à leur autonomie et à leur liberté, ne se pliant qu'à des alliances temporaires contre un ennemi de passage, elles sont désormais sommées de choisir leur camp. Et alors que les troupes russes restent stationnées au pied de la montagne, hésitant à pénétrer dans des massifs forestiers infestés de guerriers ennemis, Shamil réduit les oppositions et fourbit ses armes en attendant l'offensive qui ne saurait tarder. Les Russes doivent se hâter. C'est l'intime conviction du prince Golovin et de son bras droit, le général Grab. Le nombre des villages encore libres ou rechignant à se soumettre à l'autorité de l'imam font à vue d'œil. Et contrairement à d'autres dignitaires locaux que le pouvoir russe est parvenu à circonvenir en achetant leur fidélité, l'hypothèse d'un ralliement pacifique de Shamil paraît exclue. 2 ans plus tôt, des pourparlers en ce sens, prévoyant même une rencontre de l'imam avec le tsar, dans la grande tradition des liens personnels du féodalisme, ont piteusement échoué. Shamil a balayé toute compromission avec l'infidèle, et les officiers russes, envoyés comme négociateurs, ont failli finir transpercés par la lame des gardes du corps de l'imam. Cet échec a indirectement entaché l'autorité du tsar. C'est l'un des griefs qui ont provoqué le rappel à Saint-Pétersbourg du prédécesseur de Golovin. Depuis lors, la rhétorique guerrière de l'imam n'a pas cessé d'enfler et les ordres du tsar sont clairs. Il faut en finir avec ce rebelle. Et vite. L'ordre de mission, signé à Pétersbourg, indique qu'il est nécessaire de prendre enfin les mesures les plus efficaces contre le pouvoir croissant de Shamil et d'organiser à cette fin une campagne décisive dans le Daghestan du Nord. L'ordre est accompagné de directives secrètes qui prévoient l'élimination physique du chef religieux. En automne 1838, le prince Golovin adresse un courrier classé secret à l'un de ses subordonnés, le général Poulot, réputé pour son comportement particulièrement violent et impitoyable lors des opérations punitives dans la montagne. Golovin n'y laisse guère planer de doute sur ses intentions. Depuis 3 ans environ, par ses activités perfides, Shamil suscite le trouble parmi les tribus daguestanaises et tchétchènes, semant la haine contre leurs compatriotes soumis à notre pouvoir. Le mal que cause ce nuisible personnage justifie toute mesure dont on peut faire usage en vue de l'éliminer. Parmi les montagnards qui nous sont acquis, il se trouve sans doute quelques personnes courageuses qui, contre bonne récompense en espèces, se chargeront d'avoir la tête de ce fauteur de troubles. Je vous confie la tâche d'organiser cette tentative en proposant secrètement de tuer Shamil à ceux des montagnards que vous connaissez et dont vous êtes convaincus du courage, de la fidélité comme de leur esprit entreprenant. Je promets jusqu'à 1000 ducats qui vous seront envoyés en cas de réussite. De son côté, Grab rêve aussi de ramener la tête de Shamil en trophée au tsar, mais selon des méthodes plus conventionnelles. Mobilisant les divisions à sa disposition, il se prépare à attaquer frontalement les positions de l'imam afin de détruire ses forces une fois pour toutes. Grab veut une bataille, une vraie, conforme à toutes les règles classiques de l'art militaire, même si elle doit se dérouler dans les hautes vallées du Caucase. Un duel mortel se prépare entre ces 2 chefs de guerre aux traits et aux origines si dissemblables. Pavel Grab, l'officier couvert de gloire, est un homme cultivé, féru de culture et d'histoire, qui apprécie la vie mondaine des salons, lit Pouchkine et fréquente les concerts où l'on joue les œuvres de Glinka. Il sert son souverain dans un environnement qui lui est parfaitement étranger et dont il ne connaît presque rien. En face de lui, Shamil, le montagnard,
rêve de parvenir au royaume des cieux. Pratiquant l'ascèse et plongé chaque jour longuement dans la prière, il garde, comme la plupart des Caucasiens, un attachement farouche à la gloire des armes, à l'héroïsme individuel, à un code de l'honneur qui s'exerce dans la vie quotidienne jusque dans ses moindres détails. L'officier russe est un intellectuel qui s'abandonne volontiers au lyrisme romantique de son époque. Chamil ne voit dans la poésie qu'une faiblesse et une tentation dont il faut se garder. L'amour est avant tout réservé au Tout-Puissant. Même ses fils, son bien le plus précieux, disent les chroniqueurs, n'ont pas droit à ses caresses. Ce sont avant tout de futurs guerriers. Chamil a entrepris des travaux considérables pour rendre imprenable son bastion. Jusque-là, seul le promontoire occidental du plateau rocheux était occupé par une forteresse, l'ancienne Akulgo. L'imam a étendu les fortifications au second plateau rocheux, la nouvelle Akulgo, au relief plus élevé. Pour tenir compte de la puissance de feu de l'artillerie russe, l'architecture militaire traditionnelle des Caucasiens a été abandonnée. À Akulgo, Chamil a suivi le conseil d'ingénieurs polonais, déserteurs de l'armée du tsar et qui ont rejoint les rangs des insurgés. Les célèbres tours de pierre ont fait place à des lignes de défense construites selon des profils à ras le sol. Contraintes de tirer selon un angle très élevé, comme pour fusiller les sommets, les batteries russes, disposées au fond de la vallée, voient leur précision et leur puissance réduites d'autant. Pour parfaire sa défense, tout le promontoire est truffé de grottes, de caves, de souterrains et de casemates où les habitants et les défenseurs doivent trouver abri pendant les tirs de barrage. Le sommet de la tour Surkaeva, qui contrôle la voie d'accès et domine tout le promontoire, a lui-même été fortifié, et Chamil y a placé un détachement formé d'une centaine de ses meilleurs hommes. Ils ont l'ordre de tenir la place coûte que coûte. Le plan du chef de guerre caucasien est simple. Après avoir autant que possible freiné l'avance des troupes russes dans la montagne, il compte se retrancher durablement dans sa forteresse et laisser le général Grab épuiser ses divisions en un siège prolongé. Le naïb tchétchène Tachev Hadji doit suivre et harceler l'armée russe, si possible en la coupant de ses propres bases. Assiéger l'assiégeant en quelque sorte, avant qu'un assaut concerté des occupants de la forteresse et des renforts de Tachev Hadji permette d'écraser Grab. Le calcul n'est pas mauvais. L'armée de Grab doit pénétrer profondément en territoire ennemi. Il n'y a guère de route praticable pour les chariots, et l'intendance se limite aux rations de campagne que les soldats peuvent emporter avec eux. Après 3 ou 4 jours de marche, la troupe doit impérativement trouver un ravitaillement, faute de quoi elle s'épuise rapidement et ne peut même plus traîner ses canons. Chamil en a tenu compte. Tous les villages les plus proches d'Akulgo, ou situés sur le tracé emprunté par l'armée russe, ont été évacués puis incendiés par les guerriers de l'imam. Il en a été de même des récoltes encore sur pied en cet été 1839. L'imam a donné un sens prophétique à sa retraite dans la forteresse d'Akulgo. Pour lui, le cours des événements n'est pas une suite linéaire et chronologique de causes et de conséquences, mais une succession de signes de Dieu qu'il s'agit d'interpréter. Mohamed Tahir al-Karaki, le chroniqueur personnel de l'imam qui travaille sous sa dictée, rapporte l'épopée aux fins de l'édification des croyants. Chamil est un instrument de Dieu, un combattant exemplaire à la recherche d'une vie juste et d'une société correspondante aux exigences divines. Ainsi, lorsqu'il décide de quitter ses compatriotes pour se retirer à Akulgo, Chamil transforme-t-il son départ en un geste de foi, comparable à la fuite de la Mecque du prophète Mahomet. « Je vous quitte parce qu'il n'est plus possible pour moi de défendre la foi parmi vous », explique Chamil à la foule rassemblée devant la mosquée. Après tout, le meilleur de la création, Mahomet, a abandonné les meilleurs de ses terres lorsqu'il ne lui fut plus facile d'y maintenir sa foi. Si Dieu veut que la foi se conserve en vous, je reviendrai parmi vous. Sinon, pourquoi me retenez-vous, vous dont les murs des maisons ont été barbouillés des excréments des soldats russes? La citadelle est occupée par plus de 4000 habitants, dont un quart de guerriers. L'imam est accompagné de sa première épouse et de ses 2 jeunes fils, de sa 2e femme enceinte, de sa sœur et plusieurs de ses parents. Ses conseillers s'inquiètent d'une population aussi dense. Le siège promet d'être long et pénible. Les puits creusés dans la roche ne permettent pas de satisfaire les besoins d'autant d'occupants. Les vivres sont limités. Et la bataille promet d'être longue et sanglante. Mais Chamil croit en l'aide de Dieu. On bloque les accès, les habitants s'enterrent. Bientôt Pavel Grab et son armée sont en vue. Le calcul de l'imam s'est avéré juste. Le corps expéditionnaire russe est très affaibli par la marche et les combats qui ont ponctué son approche. Grab n'est pas long à comprendre que ses effectifs ne suffisent pas à encercler la montagne transformée en forteresse. Il faut attendre des renforts.
d'autant qu'il ne s'agit pas seulement de mettre le siège ou de bombarder le bastion. Une bonne partie de la troupe est constamment occupée à la construction de routes pour assurer le ravitaillement. Il faut aussi préparer les échelles et les équipements d'assaut des détachements d'escalade. Tout cela sous le harcèlement incessant des montagnards. Le matin du 20 juin, les Russes sont réveillés à l'aube par l'écho sourd des chants religieux et des versets du Coran que leur renvoie la montagne, aussitôt suivis par les assauts répétés des naïbs de Chamil qui tentent de barrer le chemin de la forteresse et de tenir les hauteurs alentour. Les Russes font front et pénètrent même plus avant dans la vallée, plaçant Akoulgo à portée de leur batterie. La bataille pour écraser Chamil a commencé, elle durera plus de 2 mois. Tandis que les renforts réclamés à Golovine arrivent peu à peu et permettent d'achever l'encerclement, Grab veut s'emparer de la tour Surkaeva qui surplombe tout le champ de bataille. Dès le 29 juin, tous les canons concentrent leurs salves sur le sommet du pic. Puis, à 9 heures du matin, 2 bataillons de volontaires montent à l'assaut. Le futur ministre de la guerre, Dimitri Milioutin, alors jeune officier fraîchement issu de l'académie militaire, observe le mouvement à la lunette. Les 2 bataillons parvinrent au pied de la falaise et se mirent à grimper rapidement, malgré les rochers et les bûches de bois que leur lançaient les montagnards. Quelques-uns des éclaireurs chasseurs, en dépit du péril évident, réussirent à atteindre le pied de la tour proprement dite. Mais le haut du pic consistait en un surplomb de plusieurs mètres de haut. Montant sur les épaules de leurs camarades, certains éclaireurs essayèrent de passer malgré tout. Mais chacun des audacieux qui y parvint paya l'exploit de sa vie. Pour faciliter la tâche aux éclaireurs, l'artillerie ouvrait le feu par moments et couvrait le haut de la tour de ses salves. Chaque tir arrachait d'énormes bouts de rochers, mais les blocs et les bouts de bois s'effondraient sur les assaillants. Les montagnards se défendaient avec une bravoure désespérée. Le combat sanglant se poursuivit pendant quelques heures. Une compagnie succédait à une autre. Cela faisait mal de voir comment ces hommes mouraient en vain dans une lutte sans espoir. Mais le général Grab s'obstinait dans son intention de prendre la tour. Pendant tout ce temps, il arpentait sa tente, donnant une impression de calme et de sang-froid, et ordonnait de temps à autre de relever les assaillants par des troupes fraîches. Dans la lumière du jour finissant, les troupes à l'offensive se retirèrent de la falaise couverte de sang. Cette journée nous coûta cher. Selon les données officielles, nos pertes du jour s'élevaient à plus de 300 hommes. Ce n'est que partie remise. 5 jours plus tard, l'assaut reprend, appuyé cette fois par des pièces d'artillerie de calibre supérieur et mieux disposées. Un feu d'enfer est déversé sur la poignée de défenseurs qui s'accrochent au sommet de la tour. Dans leurs lunettes, les officiers russes ne distinguent plus qu'un amas de ruines qui ont dû ensevelir les occupants. Mais lorsque 200 soldats d'élite montent enfin à l'assaut, ils sont reçus par les cris déchaînés des murides survivants qui les accueillent en détachant les bouts de murailles éboulés et en les précipitant depuis le sommet. Pour éviter un nouveau massacre, ordre est donné aux assaillants de se mettre à couvert et d'attendre la nuit, tandis que les canons continuent à pilonner le tas de ruines. Cette fois, les derniers défenseurs sont au bout de leurs ressources. Les éclaireurs russes peuvent terminer leur ascension, la tour Surkaeva est enfin prise. Mais un mois a passé, la forteresse est encore intacte et la cruauté des combats laisse mal augurer de la suite des événements. Les assauts contre le nid de Chamil se succèdent, plus meurtriers les uns que les autres. La progression le long des sentiers d'accès est un casse-tête pour les officiers du génie. Sur quelques tronçons, le tracé est rompu par de brusques décrochements dans la paroi. Il faut grimper à 2 reprises sur des échelles, et pour franchir une brèche de 40 mètres, il est même nécessaire de construire des treuils, et de descendre les hommes et les canons un par un dans des paniers pour les hisser à nouveau sur l'autre versant du ravin. Chaque nuit, pendant ce temps, profitant de l'obscurité, les assiégés effectuent des sorties pour détruire les installations et abattre les piquets de surveillance. Sur la crête étroite, qui file jusqu'aux premières défenses du plateau d'Akoulgo, plusieurs centaines de soldats ont déjà perdu la vie. Ceux qui n'ont pas vacillé dans le vide sont fusillés à bout portant devant les meurtrières de la forteresse, sans abri ni retraite possible. Afin de forcer malgré tout le passage, les ingénieurs russes inventent des galeries de bois posées sur des échelles et couvertes d'un toit que les unités d'élite vont accrocher à la crête grâce à des chaînes, comme un ponton surplombant le vide et adossé à la roche. Au début août, malgré l'ampleur des pertes russes, il devient évident que Chamil va perdre la partie. Les renforts qu'il attendait pour prendre les Russes à revers ne sont pas arrivés. Son allié tchétchène a été contraint de reculer loin du champ de bataille. Les Russes sont parvenus à prendre position tout autour du quadrilatère montagneux et bombardent la forteresse chaque jour. Les bastions extérieurs et intérieurs sont désormais en ruine. La nuit, les combattants assiégés s'épuisent à tenter de réparer ce qui a été détruit pendant la journée.
À l'intérieur, la vie devient insupportable pour les milliers d'habitants. Le bétail a dû être abattu, faute de fourrage. L'eau est rationnée et les puits surexploités ne livrent plus qu'un liquide fétide. Il n'est plus possible d'évacuer les cadavres ou même de les ensevelir autrement que sous quelques tas de cailloux ou de décombres. Le soleil torride de l'été rend la puanteur épouvantable. L'odeur aigre-douce des cadavres en décomposition descend jusqu'au camp russe et les soldats doivent souvent se protéger le visage pour ne pas défaillir tant elle est puissante. Les hommes de l'imam se mettent à tant désespérer des difficultés de ce monde qu'ils rivalisent pour mourir. Ils sont si fatigués de cette situation qu'ils commencent à regarder les morts avec envie, comme s'ils avaient accédé au paradis. Depuis la prise de la tour, début juillet, les Russes sont au pied de la forteresse et en tentent à plusieurs reprises l'assaut. Grab forme 3 colonnes qui avancent au roulement des tambours. C'est un massacre. Sur le sentier, rapporte Milioutine, il est impossible de se faufiler à travers la quantité de morts et de blessés. Plusieurs fois, on bat le signal donnant l'ordre d'attaquer, mais personne ne bouge. Quant à la colonne où Milioutine se trouve lui-même, elle découvre dans la paroi rocheuse des meurtrières à travers lesquelles les assiégés fusillent les Russes à bout portant. Aucun homme, aucune exhortation des officiers ne parvient à convaincre les hommes d'avancer. Quand l'un des soldats terrorisés annonce soudain une charge au sabre des défenseurs, l'instinct de survie lui-même disparaît. Sans même chercher abri derrière les rochers, les soldats se précipitent dans la fuite, courant en foule dans le lit du torrent, se poussant les uns les autres, glissant sur les pierres. On vit alors à l'action cette peur panique qui peut saisir les meilleures troupes. Le bilan est consternant. Le premier assaut mené de cette manière met 869 soldats russes hors de combat. Les cadavres et les blessés doivent être abandonnés sur place, devant les défenses ennemies. Dans la colonne qui attaque la nouvelle Akoulgo, formée de renforts fraîchement arrivés, il ne reste plus un officier, décrit Milioutine. Mais Grab n'en a cure, il ne veut pas lâcher sa proie. Un deuxième assaut est lancé le 17 août, selon un schéma parfaitement identique, avec les mêmes résultats. 555 Russes tués. Et la forteresse tient toujours. Les Russes commencent à s'inquiéter. Leurs effectifs fondent, les pièces de rechange, les munitions et le ravitaillement manquent. Et les conditions difficiles du siège, en pleine montagne, rendent les hommes malades. Milioutine se fait l'écho du souci général. Au camp de l'état-major, toutes les réserves sont épuisées. On ne peut même pas obtenir de thé ou de sucre auprès des cantiniers. Les officiers supérieurs tombent malades les uns après les autres. Au lendemain du deuxième assaut, cependant, un drapeau blanc apparaît devant la forteresse. Les combats ont été meurtriers pour ses occupants et plusieurs des meilleurs lieutenants de Chamil ont trouvé la mort dans cette nouvelle journée de combat. L'imam s'est finalement résolu à négocier. Depuis plusieurs jours, il connaît les conditions posées par Grab à des pourparlers. Un cessez-le-feu temporaire, puis la livraison de son fils aîné Jamal Eddin comme otage, en garantie de sa bonne foi. Jusque-là, Chamil a obstinément refusé de remettre aux infidèles son fils, un garçon de 8 ans, malgré l'insistance de tout son entourage qui le presse de négocier. Mais il n'a désormais plus le choix. Après s'être retiré pour prier et implorer la protection divine sur son fils, il conduit le petit garçon jusqu'au sentier qui descend vers les positions russes. Jamal Eddin est confié au bon soin d'un des plus fidèles compagnons de son père, un certain Younous, qui a offert de l'accompagner et de lui enseigner les règles de l'islam, quoi qu'il arrive. « Si tu crois que je dois aller avec lui, j'irai, lui déclare Younous. Et il s'en va avec le fils de Chamil, portant leurs armes. L'imam les regarde s'éloigner. On mesure ce que ce geste lui coûta aux nombreuses manœuvres qu'il entreprit ensuite pour récupérer le jeune garçon. Car Chamil ne va pas revoir Jamal Eddin avant que ce dernier n'ait 24 ans. Les discussions s'engagent donc. Le général Poulot, un militaire d'origine grecque qui prône une attitude sans compromis et compte parmi les proches de Grab, est désigné pour mener les négociations du côté russe. Ils ne sont pas prêts à trop de concessions et tiennent le couteau par le manche. Les assiégés sont affamés et épuisés. Ils manquent cruellement d'eau. Grab a pu s'en convaincre en observant le petit Jamal Eddin lors de son arrivée dans le camp. Sous la tente du commandant en chef, le jeune garçon a refusé tout net qu'on le prive de son petit sabre attaché à la ceinture, mais s'est rué sur l'assiette que les cuisiniers lui avaient préparée. Durant les discussions, Chamil se dit prêt à abandonner le combat et à promettre une paix durable si on le laisse ensuite vivre paisiblement dans le Caucase. Mais Grab ne veut pas en entendre parler, et son émissaire Poulot fait preuve d'une clarté absolue. Si Chamil veut que le siège soit levé, il doit laisser son fils en amanat dans un village voisin tenu par les Russes et accepter une reddition sans condition. Lui-même sera détenu dans le fort de Groznaïa en attendant que le tsar décide de son sort. Pour l'imam, ces conditions sont inacceptables. Après 2 jours de trêve, les négociations sont rompues. Le 21 août, dès l'aube, l'armée russe remonte à l'assaut.
Grab n'a rien modifié à son plan d'attaque, réplique exacte des tentatives précédentes. Il est seulement de plus en plus difficile de convaincre les soldats d'aller se faire massacrer devant les meurtrières d'Akulgo. Le moral des hommes est tombé si bas que tous les roulements de tambour et tous les ordres lancés par les officiers ne font pas bouger les Russes, écrit Milioutin dans ses notes. 650 Russes sont à nouveau mis hors de combat sans qu'un seul mètre supplémentaire soit gagné sur l'adversaire. Pourtant, ce nouveau coup de boutoir a eu raison des dernières résistances des montagnards. Le 22 août, les sentinelles russes lancent de grands cris lorsque la lumière du jour revient sur Akulgo. En phase 2, les combattants semblent avoir déserté la forteresse et sont repérés en train de passer la rivière au fond de la gorge dans l'espoir d'escalader la rive opposée et d'échapper à l'encerclement russe. Les clairons sonnent, les bataillons se reforment dans la précipitation et cette fois sous les roulements de tambour ordonnant la charge, criant « Hurrah !», les troupes russes pénètrent dans Akulgo tandis que leur artillerie écrase l'adversaire qui cherche à fuir. Les fortifications sont prises en quelques heures. Elles ne sont plus défendues que par des femmes et des blessés intransportables qui résistent néanmoins de manière désespérée en se jetant sur les baïonnettes ou en se lançant dans le vide en essayant d'entraîner un soldat dans leur chute. Parmi les femmes qui se jettent de la falaise, Fatima, la propre sœur de Shamil, et Jawarat, sa deuxième épouse, qui meurt avec Saïd, son bébé de 2 mois. Une fois dans la citadelle, les Russes doivent encore déloger les habitants de chaque grotte, de chaque masure en ruine, de chaque galerie creusée dans la roche. La lutte se poursuit pendant 1 semaine. Milioutin témoigne du carnage. Il est difficile d'imaginer les scènes de cette horrible bataille. Des mères tuaient leurs enfants de leurs propres mains pour qu'ils ne tombent pas aux mains des Russes. Des familles entières périrent sous les ruines. Certains des Murides, bien qu'épuisés par de terribles blessures, vendirent chèrement leur peau en feignant de rendre les armes et en poignardant traîtreusement de leur kinjal ceux qui s'apprêtaient à les capturer. Les soldats, enragés par la résistance des montagnards, firent souvent preuve d'une grande cruauté, tandis que les officiers tentaient de les contenir et d'éviter toute effusion de sang superflu. Les pertes furent particulièrement importantes lorsqu'il fallut extirper les montagnards des grottes et des failles de la falaise dans lesquelles ils s'étaient réfugiés. Pour parvenir jusqu'à certains d'entre eux, il fallut faire descendre les soldats au moyen de cordes. Nos troupes succombaient presque à la puanteur des innombrables cadavres. Dans le ravin, entre les 2 parties du plateau d'Akulgo, il fallait relever la garde très souvent. On dénombra plus de 1000 corps. Un grand nombre furent entraînés par la rivière ou restèrent tout gonflés sur les rochers. On fit 900 prisonniers, pour la plupart des femmes, des enfants et des vieillards. Mais malgré leurs blessures, même ceux-là ne rendirent pas facilement. Certains, rassemblant leurs dernières forces, arrachèrent les baïonnettes de leurs gardiens et se tuèrent, préférant la mort à la captivité. Les pleurs et les hurlements des quelques enfants encore en vie et les souffrances des blessés et des agonisants ajoutaient au tragique de la scène. Alors que les troupes russes ont pris pied depuis plusieurs jours sur le plateau fortifié, le général Grab adresse un courrier spécial à son supérieur hiérarchique, le prince Golovin, pour lui faire part de la bonne nouvelle. Le 23 août, à la suite d'un combat de 4 jours, les grottes inférieures d'Akulgo ont été prises d'assaut, et les Murides qui s'y étaient installés ont été éliminés. La grotte où se cachait Shamil avec sa famille est entourée de tous côtés par nos troupes, et il ne lui reste plus qu'à se rendre ou à se jeter dans la rivière, dont les 2 rives sont surveillées sur une distance considérable. Il n'a ainsi plus de refuge possible, ni dans les falaises, ni dans le cours du torrent. Son parti est enfin liquidé. Ses Murides sont morts, l'un après l'autre, et l'un près de l'autre. Je considère cette affaire comme terminée. Ce n'est cependant que 6 jours plus tard, le 29 août 1839, que la bataille d'Akulgo prend formellement fin. Il ne reste plus un seul montagnard sur le promontoire rocheux, ni dans les entrailles de la forteresse. Le siège a duré 80 jours, et les Russes y ont perdu près de 3000 hommes, sans compter les victimes de maladies. C'est près de la moitié de leur effectif engagé dans cette campagne. Dès l'instant où le dernier coup de feu a été tiré, la troupe fouille les décombres pour retrouver Shamil ou sa dépouille. Chaque trou, chaque grotte, chaque souterrain est examiné dans ses moindres recoins, les puits sont sondés et des éclaireurs encordés sont envoyés dans les parois où quelques cadavres sont restés accrochés. Dans les ruines et sur les champs de bataille, chaque corps est retourné, dans l'espoir de reconnaître celui du chef de guerre ennemi dont la capture ou la mort était l'un des objectifs principaux de cette offensive. Mais l'imam, mort ou vivant, reste introuvable. Et les Russes peinent à croire que le géant et sa famille soient parvenus à se glisser entre les mailles du filet tendues autour de la forteresse. Peu à peu, grâce aux confidences de quelques survivants, la vérité se fait jour. Dans la nuit du 21 août, lorsqu'il devint évident que tout était perdu,
le chef des montagnards, qui avait d'abord pensé au martyr, s'est laissé convaincre de tenter d'échapper aux Russes. Il a contemplé une dernière fois son cheval préféré sans pouvoir l'abattre, puis ses livres les plus précieux. Après quoi, avec sa première épouse enceinte, son deuxième fils Ghazi Mohamed, âgé de 6 ans, et une dizaine de gardes du corps, Shamil a passé par les grottes, puis gagné le lit de la rivière Andi-Koissou qui gronde au bas de la falaise. Un radeau recouvert de branchages, préparé durant la nuit, a été lancé dans les remous mousseux pour attirer l'attention des piquets russes placés en aval. Et tandis que les soldats tiraient sur la cible mouvante, tourbillonnant dans le courant puissant, tandis qu'ils couraient le long de la rive pour essayer de s'en emparer, la petite troupe leur a faussé compagnie. Un peu plus loin, remontant sur l'escarpement, le groupe de l'imam est tombé sur une patrouille russe. Dans le combat au corps à corps, Shamil est blessé, et le petit Ghazi Mohamed a la jambe transpercée d'un coup de baïonnette. Mais les fuyards sont parvenus à traverser les lignes russes. Plus loin, pour franchir un canyon, un arbre est jeté au-dessus du précipice. La rivière rugit 40 mètres plus bas, les gardes du corps survivants traînent Fatima, l'épouse enceinte, au-dessus du vide. Puis Shamil passe avec son fils attaché sur le dos. Certains prétendent même que le père, voyant le jeune garçon effrayé par le vide, aurait poussé l'arbre du pied puis bondi par-dessus le précipice, franchissant le canyon large de 6 mètres à cet endroit. Le chroniqueur ne rapporte rien de tel. Mais désormais, l'imam est plus qu'un héros. Un miraculé échappé aux infidèles par la volonté divine. Son épopée sort de l'histoire pour entrer dans la légende et s'y installer durablement. Le troisième imam est toujours vivant. Il a certes été défait, mais malgré le carnage d'Akulgo, il n'est pas vaincu. La perte de sa deuxième femme, Jawarat, et de son bébé Saïd, celle de sa sœur et de la plupart de ses meilleurs compagnons, la capture de son aîné Jamaleddin ne font qu'enraciner en lui la haine des Russes et le désir de vengeance. La guerre sainte continue.